شلال ما تمشيش من دار تايجي عمي قوقو ويهزك على عنقو ويسارك من دار لدار حتى لباب العطار عاشني شلال ما تمشيش من دار تايجي عمي فوفو ويهزك على كتفو ويسارك من سوق لسوق حتى الباب المرزوق عاشني شلال ما تمشيش من دار خليك معايا اليوم وغدا. Bonsoir chers amis, chers camarades, bonsoir à tout le monde. Je dis bonsoir chers amis en remarquant que l'ouïe est plus inclusive que la vue, si vous regardez bien en disant bonsoir chers amis, il y en a pour les deux sexes ou les deux genres comme on voudra. J'espère que notre séance de ce soir sera moins chaotique et moins soumise aux intermittences de Facebook, car nous n'y étions vraiment pour rien cette fois-ci, que la dernière fois. Apparemment, il semble que, d'après ce que me dit Philippe, il semble que la liaison Facebook soit plutôt bonne ce soir. Donc, je reprends notre exploration. On essaie de faire en sorte qu'elle soit le plus philosophique possible de ces deux notions contradictoires, complémentaires et inséparables, comme nous le voyons de plus en plus, de la mémoire et de l'oubli, de l'anamnèse, le retour de ce qu'on avait oublié, et de l'amnésie, ou de l'amnésie et de l'anamnèse, cela alterne, et avec des textes. Alors, comme ça fait plusieurs fois que je ne remplis pas mon contrat, c'est-à-dire que on vous envoie une série de textes dont nous espérons que vous vous en imprégniez avant la séance, ce serait quand même l'idéal, pour faire disparaître certaines difficultés ou obscurités de première lecture et de telle sorte qu'après l'analyse ou le commentaire soit plus clair. J'en profite pour faire un petit rappel pédagogique. Pédagogique au sens strict, c'est-à-dire qui s'adresse surtout à ceux qui enseignent. Vous savez qu'il est de bon ton dans l'enseignement, dans les théories dites modernes d'enseignement, d'être, comme on dit, non directif, n'est-ce pas? Alors, on se dit moderne, et en fait, ça remonte à 3 siècles, puisque Montaigne disait déjà très bien, et il avait raison, qu'il vaut mieux une tête bien faite qu'une tête bien pleine, pour reprendre une de ses citations les plus populaires. Il s'attaquait déjà à un certain usage abrutissant du par cœur qui avait lieu dans l'apprentissage des textes sacrés en particulier. J'avais rappelé que le mot kyriel vient en fait de Kyrie eleison. À force de répéter Kyrie eleison à la messe sans même comprendre ce que ça voulait dire, on a inventé le mot kyriel, n'est-ce pas? Alors, pourquoi je fais allusion à... Vous voyez qu'on n'est pas loin déjà du problème de la mémoire. Je parle de l'apprentissage par cœur. Parce que je recommande au contraire à ceux qui enseignent d'avoir un bon usage du par cœur. Avoir un stock de textes dans la tête est extraordinairement formateur, la plupart du temps à l'insu même de celui qui les apprend. Des fois, c'est quelques années plus tard qu'il s'aperçoit à quel point sa pensée est devenue plus souple, plus nuancée, mieux à même d'exprimer le complexe quand il était habitué à des phrases qui, à l'inverse de la communication par SMS, qui a son utilité dans quelques situations. Je ne suis pas en train
de faire la querelle des anciens et des modernes. Mais enfin, il ne faut pas réduire la communication entre êtres humains, n'est-ce pas, à des borborigmes tels qu'on le voit trop souvent sur les tout petits écrans. Je veux dire qu'une phrase comme celle, je continue ma parenthèse sur le par cœur et l'apprentissage, on est déjà à voir. Une phrase comme celle de Descartes, vous voyez, que je citais pas mal lorsque j'exposais la théorie de la connaissance, en particulier le point de vue rationaliste. Lorsque Descartes fait allusion à ce que la philosophie doit emprunter à l'approche mathématique, il y a cette phrase ces longues chaînes de raisons toutes simples et faciles dont se servent les géomètres pour parvenir à leurs plus difficiles démonstrations m'avaient donné occasion de m'imaginer que toutes les choses qui tombent sous la connaissance des hommes s'entresuivent en même façon et que, pourvu seulement qu'on s'abstienne d'en recevoir aucune pour vraie qui ne le soit et que l'on garde toujours l'ordre qu'il faut, il n'en peut y avoir de si éloigné auquel enfin on ne parvienne, ni de si caché qu'on ne découvre. Je ris toujours parce que je peux m'empêcher d'imaginer quelqu'un qui n'est pas dénu d'une femme endormie, n'est-ce pas, quand il dit de si caché qu'on ne découvre, qui tire les draps et la couverture avec le geste héroïque et efficace de ce mousquetaire qu'était Descartes. Vous voyez, ce genre de phrase, ça devient très difficile aujourd'hui de maîtriser comme ça les propositions principales et relatives subordonnées. Bref, je ne suis pas contre la culture de l'oralité, surtout pas quand on a vécu en Afrique, croyez-moi. Et je crois que j'ai assez parlé de l'importance du griot pour qu'on ne me soupçonne pas d'un tel contresens. Mais par contre, parallèlement à ce qui est irremplaçable dans l'oralité, et tout ce qui est toutes les connexions que l'oralité a avec l'auditif et la musicalité, le rythme, etc., il ne faut pas oublier, il faut même d'autant moins oublier, car il y a un rythme aussi de la phrase écrite, il ne faut pas oublier l'importance de la formulation écrite dans l'agilité de la pensée. Voilà, c'est une recommandation que je fais aux pédagogues, je referme ma parenthèse. Donc, je suis très reconnaissant à Philippe d'avoir fait un montage qui permet de plonger dès le générique dans la vidéo qu'on n'avait pas eu le temps de commenter lorsque je voulais présenter au moment du deuxième épisode de notre enquête sur la mémoire et l'oubli, sur l'anamnèse et l'amnésie. Ce film d'Arte de près de 2 heures, dont je ne vais commenter, je vous rassure, qu'une toute petite partie, qui est tout à la fin, et qu'on va vous dire rediffuser dans un petit instant. C'est très court. Je crois que ça fait même pas tout à fait, c'est de l'ordre de 3 minutes à peu près au maximum. Et en fait, le gros de la vidéo, le plus long, sur lequel je ne reviens pas d'abord parce que ce n'est pas ma partie, et là c'est moi qui apprends des tas de choses, enfin c'est le spectateur qui apprend des tas de choses, tourne autour d'une trouvaille qui a quelque peu bouleversé, je parle ici à l'unisson avec le monde des spécialistes de la question, hein, quand on les consulte, qui a bouleversé le monde de la paléanthropologie, si je puis dire, hein, les spécialistes de nos ancêtres, pour parler très, très rapidement. Alors, en quoi ça a été un bouleversement? Je vais très rapidement à l'essentiel. D'ailleurs, je ne vois pas comment je pourrais faire autrement, ce n'est pas ma partie, j'aurais du mal à rentrer dans les détails techniques. Mais vous les avez dans cette admirablement vidéo qui est très bien faite pour les profanes que nous sommes et qui vulgarise avec beaucoup d'intelligence des techniques dont on nous informe rarement, de datation en particulier. Donc, le bouleversement vient du fait que la découverte a été faite dans une zone où on ne s'attendait pas à trouver un de nos ancêtres à ce point ancien. Et quand je dis ancêtre ici, j'insiste non pas sur ancêtre, mais sur nos ancêtres. Là, il faut revenir à la philosophie, c'est-à-dire un peu à la logique aussi, la logique des mots de tous les jours, la logique de la langue naturelle, pas la logique formelle mathématique.
Laissons le cercle de Vienne, revenons aux choses sérieuses. Je ne vais pas dire aux choses rigoureuses, c'est très rigoureux, le cercle de Vienne. Mais je ne sais pas si c'est sérieux lorsqu'on lui demande à cette logique-là de trancher les problèmes agités dans la langue que nous parlons. À savoir, je vais faire un petit détour. Quand je dis la molécule est le plus petit composant d'un coordonné, par exemple, je dis bien d'un coordonné. Mais attendez. Si je prends la molécule de l'eau, c'est-à-dire strictement parlant, j'isole 2 atomes d'hydrogène et 1 d'oxygène. Là, pas plus, pas moins. Là, je suis encore dans l'eau. Ça ne veut pas dire que je suis arrivé à la limite de ce que je peux diviser, car je peux encore distinguer, puisqu'il y a 2 atomes d'hydrogène, je peux en mettre un à gauche et l'autre à droite, ou appeler l'un petit a et l'autre petit b. Il suffit de nommer et de classer pour s'en mettre des choses, vous savez. C'est ainsi que Dieu a donné à Adam le pouvoir de nommer les créatures, donc le pouvoir tout court sur le monde, de leur donner soit des noms, soit des numéros. Or, on peut continuer à diviser, mettre l'oxygène à part et l'hydrogène à part, mais on n'est plus dans l'eau. Un atome d'hydrogène, ce n'est plus de l'eau. Donc, ce qu'on a quitté, c'est l'appellation. Vous voyez qu'on est dans le logos. On continue à avoir quelque chose. Le physicien a toujours quelque chose sous son microscope, mais ce n'est plus, on ne doit plus l'appeler eau. Ça, ce n'est pas un problème de physique. C'est un problème de savoir de quoi on parle et qu'on soit clair entre nous. Et bien, de la même façon, on peut remonter très loin dans nos ancêtres. D'accord ? Mais il y en a qui remontent tellement loin qu'il y a bien longtemps qu'on n'est déjà plus dans l'homme depuis longtemps. On peut aussi remonter à l'amibe. Hein. Or, vous savez, je dis ça parce que souvent, l'hésitation, l'ignorance que je défends, que je comprends quand ce sont des sciences de choses complexes, hein, lorsque on essaye de pallier un trou dans la connaissance par un plein dans les mots. Je fais allusion à une appellation paléanthropologique comme le pithécanthrope, par exemple, vous savez, l'homme de Java, par exemple. On a nommé le pithécanthrope. Or, pithèque, ça veut dire singe, et anthrope, ça veut dire homme. Donc, comme on n'est pas sûr si c'est un singe ou un homme, eh bien, on a mis tout le monde d'accord, on a dit c'est l'homme singe. Bien avant, qu'on parle de Tarzan, l'homme singe, n'est-ce pas? Voilà, c'est un peu des jeux de mots. C'est un peu la même manière que quand on dit « Oh, mon pauvre ami, je crois que votre trouble est d'ordre psychosomatique. » Eh bien, ça, psyché, c'est l'âme, soma, c'est le corps. Vous avez une maladie qui est aussi bien imputable à des problèmes psychologiques qu'à des problèmes physiologiques et biologiques. Ben voilà. N'est-ce pas? Ça s'appelle un peu l'usage magique de la parole. On ne sait pas très bien comment tout ça est unifié, mais on les unifie dans un mot. Voilà. Donc, attention. En quoi, je reviens à mon fil, cette découverte extraordinaire qui s'est produite donc au Maroc, en quoi marque-t-elle une date importante dans la discipline qui nous occupe ce soir, enfin en début de causerie, c'est que jusqu'ici, quand je dis nos ancêtres à nous, c'est-à-dire les premiers, depuis les premiers Homo sapiens, on peut remonter au-delà, mais je ne sais plus s'il faut dire nous, je vous laisse juge. Pas un singe qui se balance sur sa queue, qui a la queue préhensile, il y en a surtout en Amérique du Sud, hein, je vous le dis au passage, qui ont la queue préhensile beaucoup plus qu'en Afrique. Voilà. D'ailleurs, là encore, on va retrouver un petit peu un usage un peu magique du langage. Les zoologues parlent de singes anthropoïdes pour le chimpanzé, l'orang-outan, le gorille, et même quelquefois le gibbon. Pas de singe anthropoïde. Vous retrouvez l'idée, oui, l'idée platonicienne, c'est-à-dire le vieux sens, le sens courant de id pour le grec de la rue, qui ne faisait pas de philosophie, ça veut dire le look,
la forme, l'aspect. Ça veut dire des singes qui ont le look de l'homme, qui de loin, on peut les prendre pour des hommes. Je fais une parenthèse, mais j'étais au Ouagadougou. La première fois que je suis arrivé à Ouagadougou, au Burkina, j'étais très jeune. J'étais avec des amis, des parents. Ils m'avaient eu la gentillesse de m'emmener en voiture de Côte d'Ivoire jusqu'à ce qu'est actuellement le Burkina. Et donc, le balcon de mon petit hôtel à Ouagadougou, je dis, mais j'ai jamais entendu dire qu'il y avait des pygmées en Haute-Volta. On disait Haute-Volta avant que Sankara l'appelle de manière très solennelle le pays des hommes dignes, Burkina Faso. Je ne savais pas qu'il y avait des pygmées. Quand je voyais des pygmées au loin dans la rue, en fait, je me suis approché, c'était des vautours. Vous savez, qui marchaient en se dandinant près du marché comme ça, de loin, c'était saisissant. On aurait dit un gamin, n'est-ce pas, qui marchait sur ses jambes en errant, sautillant un peu. Vous voyez, des singes qui ont la forme de l'homme. Alors, allez, on va mettre de l'ordre dans tout ça. La découverte qui a été faite près de la côte marocaine est formellement identifiée comme faisant partie du genre Homo, au point qu'un nouveau terme est apparu dans la paléanthropologie. On ne dit plus les hominidés, si on continue à le dire, mais on a ajouté à hominidés, où on retrouve id, vous remarquez, tous ceux qui ont la forme de l'homme, le gorille fait partie des hominidés. Pour qu'on soit on reste dans le genre Homo, on a dit, n'est-ce pas, les hominines. C'est une nouvelle notion. Or, jusque-là, les tout premiers Homo sapiens apparaissaient, vous le savez, vous avez entendu parler de Lucie, de Sim Coppens, qui a fait un travail admirable, apparaissaient dans une zone qui est un peu toujours la même et qui, en gros, a deux foyers, l'Afrique orientale, en particulier l'Éthiopie et le Kenya, et quelques cas en Afrique australe. C'est un peu le même circuit, n'est-ce pas? Un peu tout le long de ce qu'on appelle le rift, la grande faille de l'Est africain. Le reste étant beaucoup plus récent. Ainsi, les premiers Homo sapiens en Europe, allez, les plus vieux sont de l'ordre de 50 000 ans pour aller simple, et puis avoir un peu plus en Espagne. La plupart du temps, plutôt moins, n'est-ce pas? Mais voilà, quoi, je veux dire, de manière générale, sauf dans cette région de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique australe, où on trouvait déjà, n'est-ce pas, des fossiles de nos ancêtres, avec travail de façonnage d'outils, etc., ayant plus de 200 000 ans, entre 200 et 400 000 ans, quelquefois, pour les plus anciens. Et voilà qu'on trouve au Maroc un fossile d'Homo sapiens de 300 000 ans, ce qui bouleverse complètement le scénario qu'on avait jusque-là en disant tout a commencé en Afrique de l'Est et puis après. Alors vous pensez bien que je ne prétends pas m'immiscer dans ces discussions. Les discussions sont encore en cours. Mais ce qui m'intéresse, et là je vais laisser la parole aux savants, c'est le moment où le savant, et qui montre qu'il est d'une grande intelligence, il n'a pas seulement un grand savoir dans sa discipline, il a une grande intelligence transversale, car c'est un peu collectif, ils sont plusieurs, c'est une équipe, hein, mais vous allez voir, il y a un chef de projet, un Français, qui est entre 50 et 60 ans, j'espère que je ne le vieillis pas, et qui, à un moment donné, parle justement de ce problème du passage d'un être qui est encore à classer dans ce qui est pré-humain, de ce qui n'est pas encore humain, à l'homme. Et vous savez, vous m'entendez souvent dire le curseur, il ne faut pas croire qu'il s'est arrêté un 31 décembre à minuit, que tout d'un coup, cette année-là, on est passé de l'animalité à l'humanité. N'est-ce pas? Et il ajoute, et c'est ça que je voudrais que vous entendiez avec ces mots, hein, et il a dirigé toute l'équipe de fouilles, et il ajoute
l'évolution continue à se faire. C'est-à-dire, nous continuons à nous hominiser. Je vous dis l'enjeu avant le jeu, n'est-ce pas? Jeu. Pour ne pas perdre l'enjeu dans le jeu, pour ne pas perdre l'essence dans l'exemple. C'est un vieux jeu de mots hegelien entre Spiel, jouer, n'est-ce pas? Et Beispiel, l'exemple. L'exemple est particulier, l'enjeu est général et universel. Je suis en train de dire quoi? De rappeler qu'il y a une dialectique ici du continu et du discontinu. Et cette dialectique du continu et du discontinu a été développée d'une manière particulièrement fine par les pères fondateurs, pardon pour cette métaphore religieuse, du marxisme. Je pense à Marx et Engels lorsqu'ils ont parlé de notion de seuil. Vous savez, vous refroidissez l'eau, vous refroidissez l'eau, vous refroidissez l'eau d'une manière continue, elle est de plus en plus froide. C'est bientôt ce qui va se passer. Bientôt nous plongerons dans les froides ténèbres. Adieu, vive clarté de nos étés trop courts. Et jusqu'à un certain seuil, là on n'est plus dans le continu. Vous savez, quand vous franchissez un seuil, vous passez d'un ordre à un autre, d'un dehors à un dedans, par exemple. Là, il y a discontinuité, il y a changement d'ordre, et vous passez du liquide au solide, par exemple, de l'eau qui coule à la glace. Ah, c'est toujours H2O, mais attention, est-ce que c'est de l'eau ou un caillou? Allez savoir. Nous sommes souverains en matière de dénomination, n'oubliez jamais. On n'a pas à demander à l'objet comment il faut l'appeler, il ne nous répondra jamais. Et ici, ce seuil, c'est celui qui est entre l'animalité et l'humanité. On va passer cette séquence, je vais demander à Philippe de l'enclencher dans quelques secondes, mais je vous demande d'être très attentif au moment, justement, où, je le commenterai, je le reprendrai après, je ferai une petite reprise, où il dit bien, en parlant de ses collègues, de tous ceux qui discutent ce problème-là, il dit bien, il y a un désir, ça c'est pas un terme scientifique, il y a un désir de vouloir qu'à un moment donné, ça y est, cette fois-ci on a affaire à l'homme, c'est du définitif. Il dit non, c'est une évolution permanente et qui continue avec nous. On va lancer l'extrait et ce sera plus clair après. Ces mutations, on pense aujourd'hui que probablement elles sont apparues de façon indépendante dans différentes parties d'Afrique et que dans le fond c'est la coalescence de toutes ces modifications qui a donné graduellement naissance à ce que l'on appelle un homme moderne. En juin 2017, l'équipe publie dans Nature les 2 premiers articles présentant les résultats de l'ensemble de ses travaux. Leur écho est planétaire. Et le monde entier découvre l'existence de Djebel Irhoud. Ce site de Djebel Irhoud est classé patrimoine national. Et nous avons l'ambition que ce site, encore pour son avenir, devienne patrimoine mondial. Le site et les vestiges d'Irhoud sont aujourd'hui un nouveau repère incontournable pour reconstituer l'histoire complexe de nos origines. L'Afrique du Nord n'entrait pas dans ces débats relatifs à l'origine d'Homo sapiens. Maintenant, avec cette découverte d'Irhoud, l'Afrique du Nord retrouve une place, j'allais dire, de choix dans les débats qui sont relatifs à l'origine d'Homo sapiens. 300 000 ans après sa mort, l'homme d'Irhoud ouvre un large champ à la recherche. Et l'histoire évolutive qu'il nous révèle nous confronte à une constatation troublante. Ce cerveau, je trouve frappant de voir qu'il a continué à évoluer tout le temps. Il n'y a pas un moment où ça s'est arrêté, ça y est, on avait le bon cerveau et c'était terminé. Ça n'a jamais arrêté. Nous, Homo sapiens d'aujourd'hui, ne sommes qu'un moment d'un long processus évolutif toujours en cours. Et ce simple fait nous incite à questionner les limites que nous fixons à notre espèce. Dans l'évolution de l'homme, on a cherché de façon constante à identifier un point qui nous permettrait de dire
Voilà, après, ce sont des hommes, et avant, c'est autre chose. Il y a ce désir secret de trouver une frontière qui nous permettrait de tracer la limite entre l'humain et puis le non-humain, l'infra-humain, ou quelque chose comme ça. Et je pense que cette frontière n'existe pas. Donc, vous voyez, il dit lui-même, se réfugiant prudemment derrière ce « on », prudence qui l'honore, on a toujours le désir d'avoir franchi un seuil et d'être sûr cette fois. J'ai pris l'exemple de l'eau exprès, pour vous dire qu'il ne peut pas y avoir de bonne réponse à une mauvaise question. Marx dit quelque part, il faudrait que je retrouve où d'ailleurs, depuis que je le cite, je suis tout à fait sûr, c'est dans des notes au Capital, mais quand il dit la mystification la plus... ce qu'il y a de plus mystifiant dans l'idéologie est moins dans les réponses qu'elle apporte que dans sa manière de poser les problèmes. Alors, la notion de seuil, j'y reviens, et c'est pour ça que je tenais à cette référence. Qu'est-ce qu'elle nous apprend? Vous avez vu, quand on a vu la carte de l'Afrique, on s'aperçoit que les deux zones dont on disait qu'elles ne communiquaient pas du tout, là, entre l'Afrique orientale, Kenya, Éthiopie, Afrique australe, Afrique du Sud, et le Maghreb, il suffit de prendre l'avion de Paris, par exemple, pour se rendre, je ne sais pas moi, à Cotonou, sur la rive de l'Atlantique Sud, en Afrique de l'Ouest, ou au Nigeria, ou au Togo, peu importe, ou en Côte d'Ivoire, pour réaliser que la Méditerranée n'est pas du tout la frontière qui nous sépare de l'Afrique. Non, c'est un trait d'union, la Méditerranée. La Méditerranée, c'est ce qui fait que nous sommes une famille, les Grecs, les Algériens, les Espagnols, les Corses, les Provençaux, les Italiens, les Siciliens. C'est des chèvres, c'est des moutons, c'est du raisin, c'est des bergers, c'est des jolies filles brunes bouclées. Et puis avec des mœurs assez patriarcales et sexistes, alors là, c'est pas beaucoup plus qu'en Afrique noire, où les femmes sont beaucoup moins soumises, n'est-ce pas, que dans le monde méditerranéen. Non, c'est pas la Méditerranée qui nous sépare de l'Afrique, elle nous relie plutôt. Elle nous a séparés pour des raisons politiques lorsque la Méditerranée est devenue une mer turque, n'est-ce pas, ottomane, et qu'on s'est redéployé, nous, vers les Amériques, à ce moment-là. La vraie frontière, mais vous le survolez avec un avion qui fait entre 900 et 1000 à l'heure, c'est la moyenne des jets intercontinentaux, vous mettez les heures, c'est le Sahara, la frontière. C'est pendant des heures, vous survolez le néant, un néant magnifique. Et voilà. Or, à l'époque où se situe la carte qu'on vous a montrée dans le film, dans la vidéo, il n'a été pas du tout ainsi. Le Sahara, n'en déplaise aux écolos, n'est-ce pas, qui croient que la Terre ne se réchauffe que depuis que l'homme a fait la révolution industrielle. Non, le Sahara, car à cette époque-là en Europe, il y avait la période glaciaire. Les glaciers arrivaient, oui. Ah, ça, c'était moins chaud qu'aujourd'hui, mais alors il faut assumer, hein, les glaciers rôdaient pas loin de Marseille, de la Méditerranée. Et le Sahara, c'était une zone humide, marécageuse, on dira, n'est-ce pas? On en trouve encore des traces, mémoire des pierres, mémoire silencieuse des pierres, n'est-ce pas? Sur des milliers de kilomètres carrés, le Sahara est littéralement parsemé de gravures. Ce n'est pas des peintures, hein, c'est la roche tapée.
néolithique et fait par les chasseurs-cueilleurs de l'époque. D'ailleurs, c'est souvent d'ailleurs des scènes de chasse, de gazelles, comme ça. Et les animaux les plus souvent représentés sont des bovins, des troupeaux de bovins. Vous savez, il en faut de l'herbe hein, pour nourrir un troupeau de bovins, et de l'herbe haute. Hein, ce n'est pas des chèvres et des moutons qui mangent de l'herbe rase entre trois cailloux, comme chez moi en Corse. Non, non, de l'herbe haute. On a vu des représentations d'hippopotames, d'éléphants, de girafes. Des animaux à qui il faut une quantité considérable de végétal dans la journée. Donc tout ça était bien humide. Et donc la communication entre les hommes de l'Afrique orientale et ceux de l'Afrique du Nord était beaucoup plus aisée qu'on ne le croit aujourd'hui. Et comme le dit très bien l'intervenant dans la séquence que vous venez de voir, celui qui parle français, il dit très bien, il emploie le mot coalescence. C'est la coalescence de plusieurs foyers apparus indépendamment les uns des autres qui, à un moment donné, produit un effet de seuil. Il n'y a pas un qui va être l'origine. Bref, ce qu'on appelle en philosophie, ce qui est décisif là, c'est l'apparition d'un, je cite, un toujours déjà complexe. Je prends souvent l'image du fleuve pour le faire comprendre. Il est oiseux de chercher l'origine d'un fleuve d'une manière absolue. Est-ce que le Rhône, le Rhin, je prends exprès de fleuve qui commence par RH, qui vient du radical grec rei, qui s'écoule. Leibniz a fait de très beaux développements là-dessus dans les nouveaux essais sur l'entendement humain, car c'était aussi un immense linguiste pour l'époque. Le Rhône, le Rhin, même, je dirais bien aussi bien le Danube, l'Amazone, ce que vous voulez, mais et aussi bien un petit ruisseau qui ne fait que 20 km avant de se jeter entre deux falaises normandes. Ils n'ont pas une source univoque. Quand vous remontez à la source, jusqu'à ce qu'on appelle en géographie physique un cône de réception, en pleine montagne, vous voyez que ça coule un peu de tous les côtés, il vous en coule entre les jambes. Est-ce que c'est ce petit filet d'eau qui est là, ou bien celui qui est à 40 cm à côté ou 3 mètres plus loin? C'est quand ils se sont réunis, ils ont commencé à se réunir et converger grâce à la pente, qu'il commence à y avoir ce qu'on appelle un cours d'eau. Un toujours déjà complexe, il n'y a pas une origine pure. Vous voyez ? Donc, je reviens toujours, notre mnémosie, notre mémoire se perd dans une indétermination qui n'est pas une faiblesse de notre connaissance, mais qui est au contraire une faiblesse de l'objet à connaître, qui par lui-même n'est pas susceptible d'avoir un nom déterminé, tu es ceci et non pas cela. Donc, je suis très reconnaissant à ce qui est dit à la fin de ce film, où il y a un recul vraiment d'une grande valeur philosophique. Et les philosophes disent beaucoup de bêtises quand ils parlent à la place des savants, mais les savants en disent au moins autant, n'est-ce pas, quand ils jouent les philosophes. Et bien là, on a l'exemple du contraire, on voit quelqu'un qui fait de la vraie philosophie, avec beaucoup d'humilité, beaucoup de simplicité et de clarté. Il dit, on a toujours ce désir de vouloir, n'est-ce pas, que à un moment donné, on a franchi un seuil qui fait qu'on est passé de l'animal à l'homme. Il ne dit pas de l'animal, il dit de ce qui est pré-humain, pré-hominien. Voilà. Voilà une référence sur laquelle je n'étais pas revenu. Et donc, je vous recommande, quand vous avez un peu de temps avec le confinement, je suis sûr que vous l'aurez. C'est un document d'une excellente qualité technique, hein, et qui montre de très belles images en plus. Donc, et pas seulement du paysage, mais où les fouilles se sont déroulées, continuent de se dérouler, mais aussi même des montages techniques, des maquettes, des modélisations qui sont vraiment remarquables, exceptionnelles. Un autre sacrifié des textes que je vous ai envoyés et que je n'ai pas eu le temps de traiter, c'est le pauvre Hölderlin. Je ris parce que notre ami et camarade Thomas, grâce auquel vous
vous êtes prévenu sur notre page Facebook qu'il va y avoir, n'est-ce pas, la reprise de tel atelier à telle date, à telle heure. Me dit, j'espère que la prochaine fois, tu pourras annoncer que le pauvre Hölderlin, qui a été passé sous silence la dernière fois, sera enfin traité. Alors, je vais être très clair. Je ne vais pas traiter tout ça entièrement, même aujourd'hui. Je vais rester sur ce thème de l'anamnèse et de l'amnésie à peu près jusqu'au fait, hein, pour être clair. Après, je vais changer de problématique et revenir justement sur le rapport science-philosophie. Je vous l'annonce ça de très loin. Mais enfin, chronologiquement, dans le temps, c'est pas très loin tout ça. Donc, je reviendrai encore une fois sur les textes en question. Mais je voudrais, avant d'aborder les deux textes de Hölderlin qui ont pour titre Mnémosyne, nous sommes ici au centre de notre réflexion avec cette figure, n'est-ce pas, comme on a bien parlé la dernière fois. Je voudrais qu'une chose soit bien claire, c'est que je ne fais pas un commentaire de texte, parce que c'est d'une telle richesse que chaque vers demanderait une exégèse qui demanderait plusieurs heures, chaque vers. J'essayerai une fois de faire une séance sur un court texte de Hölderlin pour vous montrer à quel point, quand on essaie de plonger dedans sérieusement, ça va loin. Mais là, on n'est pas dans le commentaire de texte au sens littéraire du terme, mais dans ce qui nous intéresse le plus, vu notre thème, n'est-ce pas, de la mémoire, de l'amnésie et de l'amnésie. Donc, il y a deux textes de Mnémosyne. Je vous lis le premier, qui n'est pas le plus clair. J'ai vu qu'un de mes auditeurs m'a dit « Ouh là là, c'est du lourd ». Bon, je le rassure, il n'est pas le seul à trouver parfois les passages de Hölderlin assez énigmatiques. Mais comme a dit un de ses traducteurs d'une manière admirable, il a dit à propos d'un autre poème que je ne vous cite pas aujourd'hui, qui s'appelle « En bleu adorable », sans doute un des plus beaux poèmes de tous les temps et dans toutes les littératures. Il a dit la beauté insurpassée de ce poème fait que sa clarté décourage tout désir d'élucidation. N'est-ce pas? Ça veut dire, même si on ne comprend pas tout, c'est d'une telle beauté. Donc, Mnémosyne, le premier. Alors, ça commence comme ceci. Pardon. Le voici. Mûr, plongé dans le feu, cuit, les fruits gisent sur la terre. Je le lis en entier d'abord. Et c'est une loi que tout y retourne, pareil au serpent prophétique rêvant sur les collines du ciel. Et beaucoup, comme sur les épaules une charge de bûches, est à retenir. Mais mauvais sont les chemins, et de travers comme des rosses vont captifs les éléments et les antiques lois de la terre. Et toujours dans l'illimité va la nostalgie. Mais beaucoup est à retenir, et nécessaire la fidélité. Mais c'est la chute, en avant et en arrière, nous ne voulons point voir, nous laisser bercer comme sur la barque mouvante de la mer. Comme j'ai eu pas mal de remarques sur la beauté de ces poèmes dans les commentaires ou dans les courriers qu'on m'a envoyés très gentiment à titre personnel, je signale qu'il y a d'autres traductions pour cette chute admirable qui disent mais en avant, en arrière, nous ne souhaitons point regarder, mais nous laisser bercer comme un vacillant canot sur la mer. Tout ça est un peu pareil, vacillant, mouvante. Allez, je reprends maintenant du début. Bon, oui, dès qu'on détaille un peu, je ne sais pas si tout est clair, mais en tout cas, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de logique. Mûr, plongé dans le feu, cuit, eh ben, nous voici à l'automne. Nous y sommes, nous finissons la saison des fruits, vous le savez bien. On attend septembre, octobre, novembre pour que les raisins inondent, n'est-ce pas, le rayon alimentation des grandes surfaces ou des petites. Mûr plongé dans le... Parce qu'il en faut de la solaison, il en faut des rayons de soleil pour produire le sucre à partir duquel, n'est-ce pas, on peut, par distillation, n'est-ce pas, passer du jus de raisin au vin. Mûr plongé dans le feu,
cuits. C'est curieux, cet Allemand, on dirait qu'il a passé toute une partie de sa vie dans la Méditerranée, n'est-ce pas? Quand on voit les figues par terre, livrées au soleil torride du mois d'août en Sardaigne, en Corse, en Sicile, en Espagne, en Portugal, on comprend qu'ils sont cuits, n'est-ce pas? Cuits par ces rayons, les rayons qui ont tué les enfants de Niobé. Ceux qui connaissent la mythologie me comprennent. Mûrs plongés dans le feu, cuits, les fruits gisent comme des cadavres sur la terre. Et c'est une loi que tout y retourne dans la terre, pareil aux serpents prophétiques rêvant sur les collines du ciel. Là encore, il y a une logique, mais oui, ne croyez pas que c'est l'imagination du poète qui dit un peu n'importe quoi pour nous dérouter, non. Allez, là, le lieu le plus emblématique de la prophétie dans tout le monde grec, chacun le sait, c'est Delphes. De toute la Grèce, n'est-ce pas, et malgré tout ce qui les divise, les Spartiates, les Athéniens, les Thébains, etc., et leurs querelles et leurs guerres intestines, il y avait 3 choses qui les réunissaient: la langue, la religion, la mythologie qui est la même pour tous. Héraclès est un héros aussi bien pour Sparte, Thèbes et Athènes, n'est-ce pas? Et les Jeux Olympiques, n'est-ce pas? Mais ici, j'en reste à la mythologie. Or, Delphes, le temple d'Apollon, le dieu prophète par excellence, le dieu pythique. Pourquoi pythique? Parce qu'à l'origine, c'est un python. Vous voyez les serpents? D'ailleurs, si vous avez visité Delphes, vous dites... Alors là, c'est un vieil Africain qui vous parle. Je vais un vieil Africain qui a séjourné longtemps en Afrique. Tout de suite, quand j'ai vu l'arrivée du cours d'eau qui descend, vraiment parce qu'il y a tout le massif du Parnasse derrière Delphes, là, vous voyez, et oui, derrière Apollon, il y a le Parnasse, la montagne des Muses, tout ça se tient, n'est-ce pas? Lorsque j'ai vu là, dans ces rochers, sous ce soleil torride de l'été grec, la fraîcheur de la source, je dis, mais c'est un endroit rêvé pour que les serpents viennent se protéger contre les excès de la température. Hein? Et c'est ainsi qu'ils cherchent la fraîcheur. On en voit souvent dans les garages ou dans les buanderies. C'est pour ça qu'il y en a souvent dans les maisons, ça effraie les habitants dans les pays chauds. Mais inversement, en hiver, les serpents rentrent, n'est-ce pas, dans les cailloux et se terrent pendant plusieurs mois jusqu'au retour de la belle saison. Donc, il faut le prendre, c'est pas compliqué. Tout y retourne dans la terre, pareil aux serpents prophétiques rêvant sur les collines du ciel. Beaucoup, les fruits. Alors apparemment, tout se détruit, tout se décompose, et pourtant, et beaucoup, comme sur les épaules, une charge de bûche est à retenir. Et voilà quelque chose qui ne disparaît pas, qui ne passe pas, qui ne se délite pas. Ce n'est pas quelque chose que l'on garde. Comme Saint Christophe, vous savez, il garde le Christ. Je dis ça parce que je parlais avec un conducteur l'autre jour qui a ri quand j'ai comparé Socrate, notre patron des philosophes. Il dit c'est comme Saint Christophe pour les conducteurs. Et beaucoup comme sur les épaules, c'est une très belle image, une charge de bûche est à retenir, bon sang, la mémoire comparée à une charge de bûche sur les épaules. Car il y a un mot qui concerne la mémoire là, c'est retenir. Beaucoup est à retenir. Mais vous remarquez que le mais est fréquent, Hölderlin, vous commencez à être un peu familiarisé avec son rythme. Mais mauvais sont les chemins. S'il y a un mais, c'est qu'on va dire le contraire. Là, on était dans l'instance mnésique, on retient fermement, hein, on fait l'effort de retenir, mais ce qui s'oppose à notre effort, c'est qu'on a une jambe qui va à gauche et une qui part à droite. Mais mauvais sont les chemins, et de travers, comme des rosses, traduction un peu précieuse, pourquoi ne pas dire comme des chevaux, c'est scandaleux, parce que le terme cheval, en allemand, c'est Ross, R-O-W-S. Vous voyez? Alors, je sais bien qu'il faut faire allemand dans la traduction, mais quand même, c'est un peu idiot. Pardon pour le traducteur. Et de travers, comme des rosses vont captifs, vous voyez, comme des chevaux qui s'emballent. Quoi? Qu'est-ce qui s'en va captif? Les éléments, les antiques lois de la terre. Vous vous rappelez, quand j'ai parlé du chaos avant l'Olympe, des divinités titaniques avant les dieux olympiens, du désordre qu'a précédé l'ordre, de l'irrationnel qu'a précédé le rationnel, de l'indéterminé, c'est-à-dire ce à quoi on a du mal à donner un nom, parce qu'il n'y a pas assez de distinction. Vous voyez, je reviens à ça, c'est un animal ou c'est un homme, c'est un singe ou...
c'est un outil ou c'est un instrument? Parce que bon sang, il y en a des singes qui prennent un caillou, qui cassent une noix, des oiseaux, et on dit crâne de Piaf pour dire qu'il n'y a rien dans la tête d'un oiseau. Pardon, mais des oiseaux qui, avec leur bec, ils n'ont même pas de pattes, un chapeau, hein, avec leur bec, ils arrachent une épine sur une branche, et avec cette épine, n'est-ce pas, hein, comme vous à l'apéritif, quand vous piquez une saucisse, ils plongent l'épine dans un trou, c'est un geste complexe, pour en tirer une larve, hein, le trou d'un arbre, n'est-ce pas, le trou vrillé par un insecte, pour y pondre ses larves, et pour en tirer une larve, n'est-ce pas? Donc, on va dire, ah ben voilà. Et vous voyez, je voudrais vous faire comprendre plusieurs choses en ce moment-là. Que le discours qui se veut vulgarisateur des sciences dures, comme celui qu'on vient d'entendre, est extrêmement facile à piéger, à l'insu même de celui qui parle. C'est pour ça que j'ai pris celui-ci comme exemple, parce qu'il est exceptionnellement lucide et intelligent. Intelligent au sens où il ne tombe pas dans les pièges habituels du savant qui, tout d'un coup, quitte les équations, quitte les mesures précises, dans lesquelles il est bien plus compétent que vous et moi, enfin que la plupart d'entre vous et de moi certainement, parce que j'ai d'excellents followers qui sont d'excellents scientifiques, et qui tout d'un coup vous disent « Non, mais il ne faut pas croire que Néandertal, c'était une brute. » C'est très à la mode. C'est très à la mode de dire qu'on s'est complètement trompé sur Néandertal. En fait, c'est très à la mode, n'est-ce pas, de noircir l'homme que nous sommes, l'homme moderne. Vous savez que tout le malheur vient de l'homme moderne. Alors, là, le curseur, il se balade. Il y en a qui disent que tout le malheur a commencé à la révolution industrielle, d'autres qui disent « Mais non, mais bien avant déjà !» N'est-ce pas? Mais le néolithique, déjà, c'est terrible, c'est le début des massacres et du carnage. Et regardez l'autre nobelisable, immense physicien, cosmologue, hein, ça c'est son domaine, c'est pas le mien, Barrault, Aurélien Barrault. Lui, il dit que le malheur a commencé, tenez-vous bien, avec la chasse et la cueillette. Il n'y a même pas encore de sédentarisation, il n'y a pas encore l'agriculture, il y en est déjà dans la décadence. Vous voyez le délire, jusqu'où ça va? Il n'a pas de limite parce qu'il est de l'ordre de l'imaginaire. Le curseur file. Il n'a plus de limite. Donc il faudrait remonter dans les arbres et, comme je disais tout à l'heure, se pendre à notre queue pour tout d'un coup, n'est-ce pas, être en deçà du péché originel. Car on est dans le religieux, on voit bien là. Et je fais cette longue parenthèse pour vous faire comprendre que j'insiste sur ces notions de seuil. Et oui, à travers un poème de Hölderlin, n'est-ce pas, qui nous rappelle les antiques éléments, les lois de la Terre qui vont dans tous les sens et qui s'opposent à notre effort de mémoire, de dire, voyons, c'était bien le 15 janvier, là, que j'ai reçu la convocation. Et attendez, quand je suis allé au mariage d'Étienne avec Nicole, c'était bien à tel... Freud disait souvent à ses sujets, datez vos souvenirs, datez-les, sinon on se raconte des histoires. Combien de fois on dit, mais bon sang, mais j'avais tout faux. Ah, je croyais que c'était avant que je passe mon bac, mais en fait, il y avait bien longtemps que je connaissais, et ainsi de suite. Si on ne prend pas de date, on croit qu'on a affaire à notre passé avec notre mémoire subjective, et en fait, on a reconstruit et recomposé complètement une légende avec nos souvenirs. Vous voyez? Donc, quand je dis maître de l'ordre, il y a beaucoup à maintenir, je reprends la parole de Hölderlin, telle une charge de bûche sur les épaules, car ça demande un effort. Je vous avais dit la dernière fois que dans cet admirable film que je vous recommande, Soudain l'été dernier, film de Mankiewicz, avec Montgomery Clift et Liz Taylor et Catherine Hepburn, où il y a un souvenir traumatique qui est la clé de toute la dramatique que déploie le film. Chaque fois que Liz Taylor essaie de se rappeler du choc à partir duquel ces troubles ont commencé, elle est tout d'un coup couverte de sueur, comme tous ceux qui ont eu un accident et qui essaient de se rappeler des derniers moments avant la catastrophe ou du choc. Donc oui, ça demande un effort.
car beaucoup est à maintenir sur les épaules, telle une charge de bois bûché. Le poème n'est pas si obscur que ça, bon sang. Mais qu'est-ce qui s'oppose? Encore une fois, c'est l'irrationnel pré-olympien, chaotique, titanique, n'est-ce pas? Et pourtant, il y a une hésitation, vous voyez, entre le besoin de mémoire, de classer, voilà ce qui est avant, voilà ce qui est après, et tout d'un coup, les routes qui vont dans tous les sens. Hein. Je cite, « Mauvais sont les chemins, et de travers, comme des chevaux, vont captifs les éléments et les antiques lois de la terre. » Aujourd'hui, je vais, à travers ce poème, creuser un peu cette opposition. Vous voyez comme je m'y prends. Du pré-olympien, de l'olympien, je reviens à travers le dernier, ça s'appelle Mnémosyne, on revient à notre sujet central. N'oubliez pas que Mnémosyne est la fille d'Ouranos et de Gaïa, des deux plus anciennes divinités qui sont loin d'être des dieux, enfin, loin d'être des Olympiens. C'est des monstres, en gros. Hein. Vous vous rappelez que Ouranos dévore ces enfants ou les enterre sous terre dès qu'ils sont nés, ces enfants qui ont 100 bras, enfin, c'est épouvantable ce monde-là. Et qu'il passe son temps à fourrager, n'est-ce pas, il n'y a pas d'autre terme, à violenter son épouse Gaïa, la terre, au point, n'est-ce pas, qu'elle le fait castrer d'une manière épouvantable par Cronos, par l'un des fils. Donc c'est un monde, il n'y a pas pardon, comme on dit en Afrique, n'est-ce pas, en français d'Afrique, c'est un monde sans pardon. Et or, j'ai peur que vous disiez, en fait, Pagani, on voit bien qu'il lutte contre l'irrationnel, on va bien retrouver ses références, et il fait une éloge du monde olympien qui est une métaphore de la raison, et pourquoi pas de la logique, du logos. Taratata. Posons le problème. Il n'est pas sûr que le passage de l'informel au formel, de l'indéterminé au déterminé, se fasse d'une manière juste. N'oublions pas que c'est fait par un mensonge, une ruse et une tromperie. Réa, celle qui s'écoule, je vous ai dit tout à l'heure, Rhin, Rhône, RH, Pantarei, tout s'écoule, Héraclite, n'est-ce pas? Rythme, RH, le même radical. Rappelez-vous que Réa, l'épouse du temps, elle mérite bien son nom. C'est ce qui s'écoule. Hein. On avait tellement marre d'accoucher pour rien puisque son mari dévorait ses enfants dès qu'elle avait accouché. Je vous renvoie à l'épouvantable tableau de Goya, n'est-ce pas, la peinture espagnole, qui n'est pas avare en choses épouvantables, nocturnes et infernales, atteint là un de ses sommets dans l'abîme et dans l'horreur. Mais le tableau est une splendeur. Je vous rappelle que c'est par la ruse de Réa que les dieux ont pu apparaître, par un mensonge. Premièrement, on me dira après tout, c'est un mensonge bénéfique parce qu'elle a ainsi permis à ses enfants de survivre. Oui, mais ce qui apparaît là, c'est l'écité. Ce n'est pas la société sans classe. Hein. Attention de ne pas idéaliser l'ordre non plus, qui n'est pas une valeur en soi. Vous voyez que le Derrida nous fait voir beaucoup de choses avec ses mais. Hein, ces mais nous agacent. Bon sang, on commençait à comprendre. On était, ça y est, là, dans la mémoire, une charge de bûches, et tout d'un coup, oh là là, de nouveau, tout s'écoule, les bûches vont tomber parce que les chemins ne sont pas sûrs. Attendez, il a raison d'hésiter. En quoi on s'engage là? Et là, je vous parle de quelqu'un dont je ne vous ai pas parlé depuis que je vous parle de Mnémosyne. Un autre titan, peut-être celui qui devrait être le plus célèbre, en tout cas celui que Marx préfère. Vous devinez que je parle de Prométhée. Prométhée, celui qui a commis l'hubris contre la loi de Zeus, contre l'ordre de la cité, d'aller dérober le feu à l'Olympe chez les dieux pour l'apporter à l'homme qui était bien démuni. Car l'animal est équipé dès sa naissance. Un ours blanc, il est équipé pour être invisible dans la glace du pôle. Un blaireau, il est bien équipé avec ses griffes pour fabriquer des terriers
et y trouver sa sécurité et y entreposer sa nourriture. Un requin, même un requin, il n'y a pas plus abruti qu'un requin en matière d'encéphale. Par contre, il est très bien équipé au niveau de la captation de signaux électriques. Mais dans tous les cas, je pense à ces imbéciles. L'homme n'a rien inventé. Vous voyez, la luciole a inventé la lampe LED, n'est-ce pas? Et puis le blaireau a inventé les excavatrices, mais n'importe quoi. Il ne voit pas la différence qui est tellement énorme qu'il ne la voit pas. C'est que le blaireau est condamné à rester dans un topos, à être confiné. Tiens, vous voyez, à être confiné, ne pas bouger, ne pas se déplacer, ne pas aller voir les copains. Non, dans les cafés et dans les bars. Non, rester là dans son terrier. Et l'ours blanc, il n'a pas intérêt à se retrouver en Amazonie. Il va être liquidé, n'est-ce pas, en quelques heures. Il va être vite repéré par le jaguar, planqué sur un arbre. Mais oui, donc vous voyez, bien sûr que l'animal fait beaucoup mieux même que nous, quelque chose, parce qu'il ne sait faire que ça, l'hyperspécialisation. Par exemple, le système visuel le plus développé dans le monde animal, c'est celui des oiseaux de proie. Ça a été mesuré. Il y a l'acuité visuelle d'un faucon, d'un aigle ou d'un rapace, vous n'imaginez pas. À quelle distance, là, sur la hauteur, en planant comme ça dans le ciel, à peine visible pour nous, il repère une souris qu'on a du mal à voir, nous, debout. Et on a même mesuré que cette acuité visuelle, écoutez bien, varie en fonction de la satiété de l'oiseau de proie. Quand il a faim, son acuité visuelle augmente. Vous voyez, c'est bien fait, hein? Mais il ne sait faire que ça. Le propre de l'homme, c'est de n'être spécialiste que du général. Et je fais exprès de jouer sur le mot. L'espèce, c'est le contraire du genre, n'est-ce pas? Le propre, mais c'est important ce qu'on est en train de voir. C'est tout ce qu'on est en train d'oublier dans l'idéologie dominante. Non seulement d'oublier, mais de combattre. C'est ça qui est grave. Ce qui est proprement humain, c'est de ne pas avoir un objet de désir déterminé, mais c'est de changer tout le temps d'objet, de produire l'objet de son désir. J'arrête ma voix off, je la suspends, pardon. Vous n'avez pas fini avec moi et je redonne la parole à Lerline. Mais beaucoup est à retenir et nécessaire la fidélité. Là aussi, je suis obligé de commenter fidélité. Fidélité, fides en latin, c'est ça le radical, n'est-ce pas? Fides. C'est le même mot, fides, qui donne la fidélité et la foi religieuse. Or, la fidélité, ça c'est une notion capitale, car le plus fidèle, c'est celui dont la mémoire remonte le plus loin. Et nous revenons au texte de Proust, rappelez-vous, où il dit « tous mes souvenirs isolés », les souvenirs que nous avons tous, du paysage dans lequel j'ai vécu il y a 3 ans, les vacances de la Toussaint, je dis n'importe quoi pour que ce soit un paysage d'automne, n'est-ce pas? Ou d'un truc d'enfance, ou un souvenir amoureux, ou professionnel, ou de voyage, peu importe. Tous ces souvenirs-là, pour lui, je vous ai dit, quand j'ai introduit le mot surdéterminé la dernière fois, que chacun de ces souvenirs est surdéterminé par un souvenir qui les enveloppe tous, et qui lui ne se rapporte pas à un événement passé, mais qui continue. Et là, je suis obligé de vous relire, n'est-ce pas, la manière dont se conclut, je vous rassure, je ne vous relis pas tout, hein, c'est la scène de la tragédie de son coucher quand il est gamin et que sa mère ne vient pas lui donner un dernier baiser avant qu'il s'endorme. C'était une pathologie, une maladie, vous savez. Pendant 20 pages, il nous a expliqué toutes les ruses qu'il faisait pendant que sa mère reçoit des gens à table au rez-de-chaussée pour qu'elle vienne l'embrasser. Bien sûr, il n'en est pas question, qu'elle quitte la table, donc il fait passer des mots par la bonne, que c'est très urgent, qu'il a un message. Bon, bref. Et quand il entend enfin qu'elle monte, les invités viennent de partir dans l'escalier, il se précipite et elle est surprise de le voir là comme un fou. Je cite, qu'est-ce que tu fais là comme un fou? Que va dire ton père? Son père qui est toujours agacé par ce gamin névrosé, là, qui est une mauviette et qui a tout le temps des ennuis psychosomatiques, des maladies psychologiques. Et donc, je vous lis juste ça.
Vient me dire bonsoir, terrifié en voyant que le reflet de la bougie de mon père s'élevait déjà sur le mur, mais aussi usant de son approche comme d'un moyen de chantage. Vous voyez sa lucidité. Hein, viens me donner un baiser, sinon papa va voir que je suis debout et il va nous en vouloir à tous les deux. Vient me dire bonsoir, terrifié en voyant que le reflet de la bougie de mon père s'élevait déjà sur le mur, mais aussi usant de son approche comme d'un moyen de chantage et espérant que maman, pour éviter que mon père ne me trouvant encore là, si elle continuait à refuser, allait me dire « rentre dans ta chambre, je vais venir ». Il était trop tard, mon père était devant nous. Et c'est là que je n'y reviens pas. Il y a un moment de grâce au sens quasiment religieux du terme, puisque le père, ce jour-là, dit « allons », au lieu de dire « monte te coucher », pas d'explication comme il fait d'habitude, dit à la mère « mais va donc avec lui, puisque tu disais justement que tu n'as pas envie de dormir, reste un peu dans sa chambre, moi je n'ai besoin de rien ». Mais mon ami, répondit timidement ma mère, que j'ai envie ou non de dormir, ne change rien à la chose, on ne peut pas habituer cet enfant. Je vais vite exprès. Mais il ne s'agit pas de l'habituer, dit mon père en haussant les épaules. Tu vois bien que ce petit a du chagrin, la grâce. Tout d'un coup, il existe comme sujet vis-à-vis de son père, actuellement. Et il dit on ne pouvait pas remercier son père, on lui agaçait par ce qu'il appelait des sensibleries, etc. Et maintenant, j'en arrive au passage que je veux vous relire, pour illustrer la surdétermination, que chacun de ses souvenirs est enveloppé par un autre souvenir qui, lui, ne disparaît pas, qui a été gardé sur les épaules comme une charge de bois bûché dans la fidélité jusqu'à l'instant où Proust, qui a déjà un pied dans la tombe, écrit ce qu'on est en train de lire. Il y a bien longtemps, il y a bien des années de cela. La muraille de l'escalier où je vis monter le reflet de sa bougie n'existe plus depuis longtemps. En moi aussi, bien des choses ont été détruites, et comme ces fruits qui gisaient sur le sol, que je croyais devoir durer toujours. Et de nouvelles se sont édifiées, donnant naissance à des peines et des joies nouvelles que je n'aurais pu prévoir alors, de même que les anciennes me sont devenues difficiles à comprendre. Belle réflexion sur le passé, enfin que chacun de nous pourrait faire. Hein. Il y a bien longtemps aussi que mon père a cessé de pouvoir dire à maman, va avec le petit. La possibilité de telles heures ne renaîtra jamais pour moi. Mais attention, c'est le tournant. Mais depuis peu de temps, je recommence à très bien percevoir, si je prête l'oreille, vous voyez ici c'est l'oreille, les sanglots que j'eus la force de contenir devant mon père et qui n'éclatèrent que quand je me retrouvais seul avec maman. Et là le plus important, en réalité, ils n'ont jamais cessé. Là on ne parle plus du passé, ils continuent à couler au présent ces sanglots, n'est-ce pas ? Et voilà cette mémoire matricielle qui surdétermine tous les autres souvenirs, n'est-ce pas ? Et c'est seulement parce que la vie se tait maintenant davantage autour de moi que je les entends de nouveau, comme ces cloches de couvent que couvrent si bien les bruits de la ville pendant le jour, on les croirait arrêtés, mais qui se remettent à sonner dans le silence du soir. Fin de citation. Je reprends Hölderlin, je conclus le premier Mnémosyne, d'accord, dans cette hésitation entre se souvenir, garder le passé, et en même temps rester au présent pour lutter contre ce qui s'oppose à un très fort de mémoire, les chemins qui vont dans tous les sens, comme des chevaux qui s'emballent. Entre les deux, quelle solution? Une espèce de solution intermédiaire qui vaut ce qu'elle vaut. Mais en avant, en arrière, nous ne voulons point voir. Nous laisser bercer comme un vacillant canot sur la mer. Alors, deuxième Mnémosyne, j'enchaîne. La traduction est meilleure. Je ne perds pas une occasion de rendre hommage à Armel Guerne, celui qui a fait cette anthologie des romantiques allemands que vous trouvez dans les Google Books. Vous mettez simplement les romantiques allemands et veillez bien à ce qu'il y ait Armel comme le prénom Guerne, G-U-E-R-N-E, grand résistant suisse d'origine, immense traducteur, et pas seulement de Hölderlin, de Musil, de Meurig, enfin bref, j'en passe, de Rilke, etc. Donc, deuxième, le deuxième est un peu plus long, mais il a un intérêt philosophique irremplaçable.
il commence par cette espèce d'explosion, presque un énoncé philosophique. Un signe, nous voilà, est nul de sens. Toutes les discussions, n'est-ce pas, qui bourdonnaient pendant les 60s, pendant l'époque du structuralisme sur la sémiologie, la sémantique, le rapport du signe au sens, la linguistique au centre des sciences humaines, n'est-ce pas? Tout d'un coup là, d'un seul vers, Hölderlin se place presque 2 siècles avant, n'est-ce pas, au centre du propos. Un signe, nous voilà, est nul de sens. Nous voilà, et presque, nous avons perdu notre langage au pays étranger. Quand il est au-dessus des hommes, comme l'autre, hein, je le lis d'abord sans m'arrêter. Quand il est au-dessus des hommes, un conflit au ciel, et plus puissant les astres s'acheminent, aveugle donc est la fidélité. Mais que se penche sur la terre un plus parfait, tout ce qui vit cherche sa voie et se découvre une patrie d'esprit. Quelqu'un a chaque jour pouvoir de le changer, cela. À peine a-t-il besoin de loi, comme il se doit expressément chez les humains. Là devraient être beaucoup d'hommes. Ils ne peuvent pas tout eux-mêmes, les célestes, car les mortels ont bien avant gagné l'abîme. Avec ceci, donc, cela change. Long est le temps, mais il survient le vrai. Mais ce qu'on aime, un éclat de soleil que nous voyons au sol, et la poussière aride et les ombres de nos forêts, et sur les toits s'épanouit paisible la fumée, tout près de la couronne antique des hautes tours, car ils sont bénéfiques. L'âme à l'encontre a blessé un céleste, les signes quotidiens, car la neige, comme les fleurs de mai, c'est une noblesse de cœur, où qu'elle soit. Son sens, lui, avec les prairies vertes des Alpes, tout là-haut. Parlant de cette croix plantée en souvenir d'un mort une fois en chemin, sur cette haute route, un voyageur s'avance, encoléré par son pressentiment lointain de l'autre. Or, qu'est-ce cela? Je m'arrête parce qu'il y a un trou dans le texte, à la ligne. Sous le figuier. Décidément, les figues ce soir. Sous le figuier, lui, mon Achille, est mort. Un trou. Et Ajax est couché aux grottes de la mer, au bord de ces ruisseaux, tout proche du Scamandre, sous les souffles des vents, fait au génie de la témérité propre à l'inébranlable Salamine. Au pays étranger, le grand Ajax est mort. Et Patrocle, dans son armure royale, et tant d'autres encore, sont morts. Nous sommes le 11 novembre, hein. J'insiste sur ce passage. Mais sur le bord du Cithéron gît Éleuthère, cité de Mnémosyne. Donc, quelqu'un se souvient des morts. Enfin, j'ai dit, je ne commenterai pas avant la fin. C'est bientôt la fin. Mais sur les bords du Cithéron, c'est une montagne, gît Éleuthère, cité de Mnémosyne, qui, elle aussi, comme le dieu du soir lui avait retiré son manteau, perdit ses boucles peu après. Car les célestes sont indignés quand quelqu'un, sans préserver son âme, se donne tout entier, qui cependant devait le faire. À celui-là, le deuil fait de même défaut. Écrit en 1802. La poésie surréaliste paraît bien académique à côté de cette modernité. Quand même, 1802. Et très belle chose. Surtout chez ceux qui se sont fait excommunier par les papes du surréalisme. Je pense à Aragon, ici, excommunié par Breton. Même si Breton est un grand écrivain, mais plus dans sa prose que dans sa poésie. Bon, allons, revenons à des choses plus hautes. Mais... Donc, ainsi nous voilà et nul de sens. Nous revoici revenus au niveau des mots et du langage,
dont on ne sait pas très bien, on vient de voir, c'est un animal, c'est un homme, c'est ceci, c'est cela, nul de souffrance. Nous voilà et presque nous avons perdu notre langage en pays étranger. Quand il est au-dessus des hommes un conflit au ciel, alors ça peut être une éclaircie, un arc-en-ciel, vous voyez, une éclaircie après la pluie, un conflit entre le ciel sombre, la lumière, entre les éléments, comme on dit, n'est-ce pas? Ce qui fait dire à Rimbaud dans ce poème que je cite souvent, n'est-ce pas? Celui qui se termine par l'ancienne sauvageté qu'on pardonne, qui fait dire aux accidents atmosphériques les plus surprenants, n'est-ce pas? Quand il est un conflit au ciel, au-dessus des hommes, et que plus puissants les astres s'acheminent, aveugle donc est la fidélité. Mais que se penche sur la terre un plus parfait, tout ce qui vit cherche sa voie et se découvre une patrie, l'esprit. Quelqu'un a chaque jour pouvoir de le changer, cela. Donc chacun de nous peut changer l'ordre des choses en étant attentif à ces moments de grâce. Tout d'un coup, nous avons presque, je répète, perdu notre langage au pays étranger. N'oublions pas que d'après Mallarmé, le poète est celui qui donne un sens plus pur aux mots de la tribu. Ce qui veut dire que s'il n'y avait pas la poésie, la plus haute poésie, je ne parle pas de ceux qui font des récitations et qui mettent de la pensée avec des rimes pour faire des vers, mais ça, ce n'est pas de la poésie. La grande poésie, je pense aussi bien à des textes en prose, n'est-ce pas, n'est pas seulement de la virtuosité rhétorique. Mais la plus haute poésie prend la langue de tous les jours, vous voyez bien, ça nous paraît obscur, à contre-pied, alors que ce sont les mots de tous les jours, mais combinés d'une manière qui nous semble bizarre. Et presque nous avons perdu notre langage au pays étranger. Comme si dès qu'on est en poésie, on est un peu dans un monde étranger par rapport à la langue courante qui est la langue du mensonge. Donner un sens plus pur aux mots de la tribu implique que la tribu s'est complue dans une langue impure. Celle qu'on pourrait appeler de l'idéologie, par exemple. S'il y a une idéologie dominante, c'est qu'il y a beaucoup de dominés. Quelqu'un a chaque jour pouvoir de le changer, cela. À peine a-t-il besoin de loi, comme il se doit expressément chez les humains. Ça veut dire même, il peut le changer même au prix de transgresser la loi. Comme Prométhée, qui a eu l'audace et l'hubris, c'est pas la démesure, de franchir l'interdit, d'aller dérober le feu aux dieux et de l'apporter à l'homme qui commence à devenir, grâce au feu, un rival potentiel. Alors j'ai choisi le personnage de Prométhée tout à l'heure pour dire que si vous lisez bien le Prométhée enchaîné d'Échille, le premier et le plus ancien des grands dramaturges grecs dans l'ordre chronologique, Échille, Sophocle, Euripide, et sa pièce la plus célèbre, le Prométhée avec les Euminides, sans doute, vous remarquerez qu'on s'arrête toujours à l'histoire de dérober le feu, mais Prométhée prophétise et dit « Un jour, les hommes se révolteront grâce à la force que je leur ai apportée, ils deviendront puissants, et ils renverseront le trône de Zeus. » Comme lui-même a détrôné son père, comme lui-même Zeus n'est devenu le roi des dieux à l'Olympe que par un coup d'État, en exilant son père, Cronos, de la même manière, n'est-ce pas, l'homme pourra détrôner les dieux. Échille prophétise le moment où l'homme va subjuguer les Olympiens. En gros, vous savez, Marx a réfléchi dessus dans sa thèse de doctorat quand il était encore jeune étudiant. Et il montre bien que ce qu'on appelle les Olympiens, c'est pour ça que je disais qu'il ne faut pas non plus idéaliser cet ordre et cette loi, c'est les hommes libres et les titans, c'est les esclaves, qui sont plus bruts, plus maladroits, plus monstrueux, plus sales, plus irrationnels, plus chaotiques, et qui sont en lutte avec les dieux, la gigantomachie, la titanomachie, mais en même temps à leur service, puisqu'ils fabriquent des armes pour les dieux, comme le dieu forgeron. Vous avez exactement la même chose dans la tétralogie de Wagner, où les géants, on ne dit pas les titans, mais les géants, c'est eux qui construisent le palais des dieux, l'Olympe allemand qui s'appelle le Valhall. Hein, Val, c'est là. Valeureux, ça vient de là, la puissance. La gloire, Hall, vous le savez, c'est la salle. Hein.
Et le Hol, on dit en anglais, c'est des langues germaniques, tout ça. Et les géants ont construit, et on leur a promis la déesse de la beauté, la Vénus allemande, Freya, qui veut dire la libre, Frey, n'est-ce pas? Et au dernier moment, elle le refuse parce que ce symbole de la beauté et de la féminité, elle ne va quand même pas tomber dans les mains de ces rustos. Vous voyez, très gluscardien tout ça. Hein, cet entrecroisement de la praxis, construire le palais des dieux, mais en refusant de leur donner le salaire promis. Je ne déforme rien. Il y a le mot salaire dans le texte de l'ordure. il y a les gens qui se plaignent d'avoir les mains calleuses pendant que les dieux cheminent dans la lumière. Donc, là devrait être beaucoup d'hommes, et là j'attire votre attention. Une phrase que j'avais signalée, parce que des choses aussi importantes, je ne l'ai dit pas en une seule fois, il y a 3 ans, mais sur lesquelles je m'attarde plus là maintenant. Car ils ne peuvent pas tout eux-mêmes, les célestes. Les dieux ne sont pas tout puissants. Car les mortels, ça c'est vous et moi, là, tout d'un coup on parle de nous. Les mortels ont bien avant les dieux, gagné l'abîme. Le défaut des dieux, le manque au sens du manque, je ne fais pas un jugement moral, le défaut, ce qui leur manque, et ce en quoi on leur est supérieur, en matière de savoir, c'est que nous on sait qu'on va mourir, les dieux ils sont immortels. Ils savent que nous mourrons, ils savent ce que c'est que la mort, ils savent que les mortels meurent, mais eux, ils ne savent pas ce que c'est d'avoir l'angoisse de la mort, et à quel point ça rythme tout le reste de la vie, à quel point la précarité donne une valeur à toute chose, que les murs d'une maison, les murs d'un foyer sont précieux par opposition à la précarité, au dénuement. Car ils ne peuvent pas tout eux-mêmes, les célestes, on ne répétera jamais assez ce passage, les mortels ont bien avant gagné l'abîme. Avec ceci, donc avec vous et moi, avec ceci, donc cela change. Les lois éternelles des dieux, il y a déjà le crépuscule des dieux qui s'annonce. Avec nous, avec les hommes, avec ceci, donc cela change. Long est le temps, mais il survient le vrai. Eh bien, ce que disait le savant tout à l'heure, que l'évolution continue à se faire. Qu'on n'est pas passé de l'animal à l'homme un beau jour, en une fin d'année à minuit, au moment de la Saint-Sylvestre. Non, qu'il y a un processus indéfini d'hominisation. Chaque fois qu'on passe d'une situation plus déterminée, plus conditionnée à une situation plus libre, on fait un progrès dans l'hominisation. Mais attention à l'illusion de croire que ceci était déjà en germe dès le début. Ça, c'est ce que les anglo-saxons appellent l'intelligent design, une espèce de providence. Non, non, non. Les jeux ne sont pas faits d'avance. Le savant tout à l'heure parlait de mutation. Alors là, on revient au discontinu, c'est plus une évolution continue, il y a des mutations. La bipédie, par exemple, tout d'un coup, vous voyez. Et ça a libéré les mains. Et avec un pouce opposable, ça a libéré de quoi fabriquer des outils avec une habileté qu'on n'aurait pas eue si les 2 mains étaient occupées à courir. Parce que c'est bien joli de nous montrer un chimpanzé, voire un ours qui de temps en temps se dresse debout comme ça, mais ça dure quelques secondes. Dès qu'il s'agit de stratégie de fuite, vous les voyez à 4 pattes détalées à toute allure. Au point que l'un des critères que retiennent les anthropologues, quand ils cherchent ce fameux critère, est-ce que c'est le travail, le façonnage d'outils, il y en a qui disent c'est la bipédie constante, chronique si vous préférez. Les énormes migrations des premiers hommes qui ont quitté sur plusieurs générations le continent africain pour aller peupler le reste de la Terre supposent un animal, dites donc, était bipède acharné. Donc, avec ceci, donc avec les hommes, cela change. C'est-à-dire ce n'est plus la nature qui dicte ses lois et qui dit à l'ours blanc, tu es condamné pour toute ta vie à rester dans le pôle, et au blaireau à ne jamais quitter là où il y a une terre meuble où tu peux creuser des terriers. Bref, une place pour chaque chose à sa place, le conservatisme absolu. Puisque quand il y a une catastrophe, tout le monde y passe. Je pense à la disparition des dinosaures à l'époque où l'homme n'existait pas.
Avec ceci, donc, cela change, long est le temps, mais il survient le vrai. Cela change. C'est-à-dire que l'homme produit ces conditions d'existence. Quand il y a un ouragan, alors ça s'appelle un cyclone, un typhon selon les endroits de la géographie planétaire, un typhon en Asie, un hurricane dans le golfe du Mexique, n'est-ce pas? Quand il se produit en Floride, oh, c'est terrible, ça fait des dégâts, vous voyez, hein, vous connaissez les images, chacun cloue là des planches, des contreplaqués sur ses fenêtres, ça ne fait pas beaucoup de morts. C'est du haut niveau de vie, c'est du béton. Quand c'est au Bangladesh, ça fait 1 million de morts. D'accord, parce que c'est des maisons de tôle, de briques, au mieux de briques, souvent en bois, et qui s'effondrent comme des feuilles mortes sous le vent, n'est-ce pas, d'automne. Donc, ce qui change, c'est que l'homme de plus en plus accroît le domaine qu'il a produit lui-même. L'environnement, je ne parle plus de la nature, je dis le contraire, n'est-ce pas? Une nature secondaire, un environnement qu'il a produit bien sûr grâce à la donnée naturelle, hein, mais qu'il a produit lui-même et il n'est à l'aise que dans cet environnement, jusqu'à ne pouvoir plus consommer, dès nos plus lointains ancêtres, à ne plus consommer que ce qui est produit, que ce qui porte sa marque, un peu comme le raton laveur ne peut pas manger s'il n'a pas trempé dans l'eau, c'est une métaphore, n'est-ce pas? L'homme, dès l'instant qu'il cuit ses aliments, il consomme quelque chose qu'il a produit. La viande cuite, elle ne se trouve pas dans la brousse comme ça, il faut... Car les mortels ont bien avant gagné l'abîme, avec ceci donc cela change. Long est le temps, mais il survient le vrai. Voilà, alors après il y a un passage qui semble obscur, où pourtant il parle enfin de ce qu'on aime, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui fait l'objet de la poésie? Un éclat de soleil, alors là on revient à l'immédiat de ce qu'on voit, la surface, un éclat de soleil que nous voyons au sol, et la poussière aride, et les ombres de nos forêts. Alors vous direz, vous voyez, hein, lui c'est la nature. Non, et sur les toits s'épanouit paisible la fumée. C'est l'environnement naturel centré autour de l'existence humaine, tout près de la couronne antique des hautes tours. Il y a un monde humain qui a une épaisseur historique, la couronne antique des hautes tours. Et alors là commence un crescendo, que je répète mais sans m'attarder, pas comme quelqu'un qui marche, qui gravit une route qui monte dans la montagne, car la neige, comme les fleurs de mai, c'est noblesse de cœur, où qu'elle soit, son sens, lui, du verbe luire, hein, avec les prairies vertes des Alpes, vous voyez des taches blanches sur les prairies vertes des Alpes, tout là-haut, parlant de cette croix plantée en souvenir d'un mort une fois en chemin sur cette haute tour, vous voyez le crescendo, au fur et à mesure que la route monte, un voyageur s'avance encoléré par son pressentiment lointain de l'autre. Or, qu'est-ce là? Et c'est là qu'il y a un trou. On s'acheminait comme si quelque chose là, en avant de soi vers le futur, nous attirait. Et là, tout d'un coup, là, sous le figuier, mon Achille est mort. Et voilà un passé qui tout d'un coup nous rattrape. Et voilà une histoire, une épaisseur historique qui tout d'un coup nous rattrape. Et là, il n'y a que des cadavres. Et Ajax s'est couché aux grottes de la mer, au bord de ces ruisseaux, tout proche du Scamandre. Scamandre est le fleuve qui coule à Troie. Sous les souffles des vents, fait au génie de la témérité propre à l'inébranlable Salamine. Vous savez que c'est à Salamine que les Grecs ont vaincu les Perses. Fait au génie de la témérité propre à l'inébranlable Salamine, au pays étranger, c'est-à-dire le grand Ajax est mort. Et Patrocle, vous savez, celui qui était l'ami, et c'est peu dire, d'Achille, et Patrocle dedans son armure royale. Et tant d'autres, vous voyez, ça se multiplie, encore sont morts. Mais les noms sont là, vous voyez, on s'en souvient d'eux, la fidélité, les noms sont là. Encore maintenant, il y en a qui bûchent, qui font des versions de grec ou qui regardent des péplums au cinéma, où l'on parle d'Ulysse, d'Achille, pas d'Hercule. Et tant d'autres encore sont morts. Mais, encore un mais, sur le bord du Cithéron, c'est pas la montagne, pas très loin de Thèbes, mais sur les bords du Cithéron, gît Éleuthère, cité de Mnémosyne, qui elle aussi, comme le dieu du soir, là il y a tout un jeu de mots si je puis dire, il s'agit de Zeus, hein. Zeus s'est uni à Mnémosyne,
Et en la fécondant, elle a mis au monde les 9 muses, n'est-ce pas, les muses qui nous consolent, nous, les humains, depuis des millénaires, des vicissitudes de la vie. Ce sont les filles du dieu du soir, parce que c'est le dieu de l'Occident. Occident, la messe du soir, c'est les vêpres, vesper, esper, esperus. C'est la racine grecque de ce qui donne en latin l'Occident. Au point que, dans les travaux d'Hercule, ce qu'on appelle les pommes d'or du jardin des Hespérides, on a longtemps pensé, on pense encore, qu'il s'agit des oranges, de ce qui est le plus à l'ouest, le plus occidental, en Espagne et au Maroc, n'est-ce pas, où Héraclès est allé cueillir, n'est-ce pas, les pommes d'or du jardin des Hespérides. On appelle bien les tomates pomodoro, après tout aussi, n'est-ce pas? Donc, mais sur le bord du Kitérone est le terre-cité de Mnémosyne, qui, elle aussi, comme le dieu du soir, lui avait retiré son manteau. Il parle du moment où Zeus a séduit Mnémosyne, perdit ses boucles. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé avec les cheveux de Mnémosyne, mais dans toutes les traces qu'on a des textes anciens parlant de Mnémosyne, il y a toujours une allusion à la beauté de ses cheveux. Darwin, n'est-ce pas, est bien instruit de tout cela. Perdit ses boucles peu après. Et la fin a l'air obscure, mais voyez quand même, car les célestes, les dieux, sont indignés quand quelqu'un, c'est vous et moi, sans préserver son âme, se donne tout entier. Autrement dit, quand quelqu'un commet ce que les Grecs appelaient un hubris, quand quelqu'un exagère dans un sens ou dans l'autre, en allant trop haut comme Icare ou en voulant trop savoir comme Oedipe, ce qui va lui être fatal, n'est-ce pas, en mangeant trop ou en mangeant pas assez. C'est compliqué, la mesure grecque. Mais là, c'est la fille, et Mnémosyne s'était entièrement donnée à Zeus, n'est-ce pas? Car les dieux sont indignés quand quelqu'un, sans préserver son âme, sans pudeur, se donne tout entier, qui cependant devait le faire. Vous voyez, c'est un peu plus clair. Hein? À celui-là, ou à celle-là, le deuil fait de même défaut. Ça paraît obscur, ça veut dire qu'il n'a même pas droit au deuil. Il fait défaut, ça veut dire le deuil lui manque. Voilà. Ça nous fait combien de temps? Ça nous fait 1h15, ça, non? Bon, ben, s'il n'y a pas de questions, je voudrais continuer mon exploration du concept de surdétermination, qu'un souvenir en cache un autre, en vous lisant rapidement, quitte à y revenir à la suivante, comme j'ai fait avec Proust aujourd'hui, en creusant d'une manière plus profonde, avec, une fois n'est pas coutume, le texte de quelqu'un que je pourfends souvent, mais qui nous donne ici un texte admirable. Il s'agit de Gilles Deleuze, qui dans ses, vous le trouvez, hein, vous mettez Deleuze, conférence philosophique, et de toute façon, vous avez les références sur notre page Facebook. Et ici, il faut que je reprenne ma souris, voilà. Voilà. Il est en train de parler justement de quelque chose, un symptôme, on dirait aujourd'hui, qui se passe chez différents auteurs, différents créateurs, parce que ça parle, le titre de toute cette conférence, c'est « Qu'est-ce que l'acte de création ?» Donc c'est très transversal, ça peut être en peinture, en poésie, en littérature, au cinéma. Il connaissait le cinéma bien mieux que moi, c'est pas difficile. Et il fait un parallèle à un moment donné entre Dostoïevski et à bon sens, je l'avais au bout le grand cinéaste japonais, là, on connaît que lui, Ran. Merci, Kurosawa. Donc, merci Philippe. Et donc, il fait un parallèle, mais je ne vais pas aller le texte jusque-là, tant qu'il nous reste. De toute façon, c'est hors sujet. Ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il dit, parce que ça intéresse la mémoire, vous allez voir. Je lis le texte sans plus de considérant, où il parle de quelque chose de curieux qui se passe dans plusieurs romans de Dostoïevski. Si vous avez lu L'Idiot, Les Frères Karamazov, Crime et Châtiment, vous allez reconnaître ce symptôme.
dans les personnages de Dostoïevski, il se passe une chose assez curieuse très souvent. Généralement, ils sont très agités. Hein. Vous savez, c'est la transcription essaye de rendre le côté oral hein, de l'intervention de Deleuze. Hein. Il parle à un public. Ils sont très agités. Hein. Un personnage s'en va, descend dans la rue. On est entre Russes, là. Hein. Je fais une petite parenthèse musicale, musicologique. Je vous recommande une répétition d'orchestre. C'est intéressant de voir une répétition d'orchestre quand c'est un très grand chef. De voir les musiciens en chandail, en costume. Vous voyez, ils ne sont pas en costume de concert, ils sont en chandail. Il s'agit de la symphonie numéro 1 de Prokofiev, dite symphonie classique, qui dure pas longtemps, je rassure ceux qui ne sont pas habitués ou qui ne sont habitués qu'à des morceaux qui durent 3 minutes et que YouTube appelle morceaux ou bien iTunes, morceaux. Bon, bref, c'est vraiment des morceaux. Une symphonie ravissante, la symphonie classique, plus accessible que les autres dans la mesure où Prokofiev a dit je l'ai écrite comme si Haydn, le père de la symphonie au XVIIIe siècle, juste avant Mozart, enfin le père de la symphonie, celui qui a, en tout cas qui en a fait le plus, hein, et qui a créé le quatuor aussi, comme sonate en gros. Hein. Je l'ai écrite comme si, comme Haydn l'aurait écrite aujourd'hui, avec les harmonies, bien sûr, et les accords, les rythmes d'aujourd'hui. Et celui qui les fait répéter, je ne voudrais pas allonger démesurément ma parenthèse, c'est Libidache, un chef d'origine roumaine, qui est la coqueluche qui a été longtemps, il est mort maintenant, la coqueluche des musiciens d'orchestre, un immense respect pour ce chef qui a été le plus jeune chef désigné. Vous savez que la Philharmonie de Berlin est le seul orchestre au monde à qui on n'impose pas un chef, c'est les musiciens d'orchestre qui l'élisent, n'est-ce pas? C'est pas n'importe qui doit diriger l'orchestre de Berlin. Voilà. Et à 27 ans, il hérite de la maîtrise, il est roumain, même pas allemand. Hein. Il succède à l'immense Furtwängler, n'est-ce pas? Et là, il répète, il est vieux, il répète. Comme tous les chefs d'orchestre, il parle plusieurs langues, hein, habitué à faire travailler un orchestre italien, français, allemand, anglais, russe, etc. Et puis, à un moment donné, il a affaire à l'orchestre symphonique de Munich, c'est des musiciens hors pair, hein, du point de vue technique, ceux qui déchiffrent tout ce que vous voulez pour entrer dans ces orchestres, c'est pire que la grecque hein, pour être recruté. Bon, bref, les auditions. Et tout d'un coup, il leur dit, mais non, vous n'y êtes pas du tout, là. C'est de la musique russe. Voilà mon fil. Il disait agité, là, Deleuze. C'est de la musique russe. C'est pas une musique pour retraités allemands. Bougez-vous un peu. C'est une musique de voyous russes. D'accord? Qui fait le malin dans la rue, là, et qui agace les passants. Regardez cette répétition, elle est extraordinaire. Donc, ils sont très agités, hein. Un personnage s'en va, descend dans la rue, tout ça comme ça, et dit « Une telle, la femme que j'aime, Tania, m'appelle au secours, j'y vais, je cours, oui, Tania va mourir si je n'y vais pas. » On dit souvent que les Russes, les Slaves, le tempérament slave, je ne sais pas si ça existe, mais en gros, quand on fait des imageries, le tempérament slave, sa principale caractéristique, c'est son instabilité. C'est que l'humeur passe rapidement de l'extase à l'abattement, de la dépression à l'euphorie. Voilà. Donc, la femme que j'aime, Tania m'appelle au secours, j'y vais, je cours, oui, Tania va mourir si je n'y vais pas. Et il descend son escalier et il rencontre un ami. Ou bien il voit un chien écrasé et il oublie complètement. Voyez, ça y est, voilà l'oubli. Il oublie complètement que Tania l'attend en train de mourir. Il se met à parler comme ça, et il croise un autre camarade. Il va prendre le thé chez le camarade. Vous voyez, un souvenir en chasse un autre. Hein? Et puis tout d'un coup, il dit « Oh là, Tania m'attend, il faut que j'y aille !» Rire dans la salle. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est voilà, chez Dostoïevski, les personnages, et en même temps, sont perpétuellement pris dans des urgences, qui sont des questions de vie ou de mort. Mais vous savez, quand il y a une urgence, là, à amener ce blessé à l'infirmerie, là, on sait ce que c'est précis. Tandis que là, c'est une urgence tout le temps, en permanence, mais on ne sait pas très bien qu'est-ce qui est le plus urgent, n'est-ce pas? Une urgence qui sont des questions de vie ou de mort. Ils savent qu'il y a une question encore plus urgente. Vous voyez la surdétermination. Ils ne savent pas laquelle, et c'est ça qui les arrête, pensant qu'est-ce que je suis en train d'oublier. Tout se passe comme si
Très beau texte. Dans la pire urgence, il y a le feu. Il y a le feu, il faut que je m'en aille. Je ne peux pas rester avec vous à prendre le thé. Je me disais, non, non, il y a quelque chose de plus urgent, quelque chose de plus urgent. Je ne bougerai pas tant que je ne le saurai pas. C'est idiot, ça. C'est l'idiot. Le roman le plus célèbre de Dostoïevski. C'est l'idiot. C'est la formule de l'idiot. Ah, mais vous savez, non, non. Il y a un problème plus profond. Quel problème? Je ne vois pas bien. Mais laissez-moi, tout peut brûler. Sinon, quand on arrive, il faut trouver ce problème plus urgent. Et voilà qu'on saute tout le temps d'une urgence à l'autre. Exemple saisissant, j'arrête ici ma lecture de Deleuze, parce qu'après il passe au cinéma. J'arrête ici ma lecture de Deleuze pour dire qu'il a parfaitement repéré un symptôme. J'ajoute aussi, et là c'est un peu hors sujet, que ce n'est pas la première fois que je cite Deleuze, je le cite rarement. Mais quand je le cite très positivement, je dis il y a une phrase excellente chez Deleuze. Pour ceux qui ont un peu de mémoire de mes ateliers s'en souviennent peut-être, pour ceux qui ne sont pas tout à fait amnésiques, où j'avais dit, citer cette formule de Deleuze, il n'y a rien de plus dangereux que d'être la proie du rêve de l'autre. Que d'être la proie du rêve de l'autre. Je ne fais pas de commentaires, ça nous emmènerait trop loin et c'est hors sujet. Mais je veux vous signaler que le texte dont je viens d'extraire ce que je viens de vous lire se termine par cette formule dans le même texte. Donc cette conférence est exceptionnellement intéressante. Autre exemple de surdétermination cette fois, je prends le texte de Julien Gracq. Alors je ne sais pas si je vais le retrouver, à moins que Philippe, mais je crois que je vais le trouver quand même. Alors est-ce que je l'avais ici? Alors il n'est pas dans cela, je vais le prendre dans oui. Je vous demande une petite seconde, le texte, remarquez, je peux vous le prendre dans le... Je ne sais pas si vous l'avez. Alors, il y a le lien, je crois. Hein, alors, mais ce n'est pas la séance du 15 octobre, je ne crois pas. Hein. C'est du 4 novembre, je crois. Hein. Oui, c'est ça. Donc, je vais passer au 4 novembre. Voilà. Voilà, voilà. Voilà. Alors, voilà. Voilà. Alors là, nous passons, je vais assez vite parce que le temps nous est mesuré maintenant, on s'approche du terme, à un des 10 romans, n'est-ce pas, qu'on peut sélectionner de toute l'après-guerre de ce qui est écrit en français, n'est-ce pas? Il s'agit du Rivage des Syrtes de Julien Gracq. Je ne prends pas beaucoup de risques, hein, chacun reconnaît que c'est un chef-d'œuvre. Pour la petite histoire, il avait proposé à Gallimard, qu'il a refusé. Je dis ça parce que ça peut toujours rassurer ceux qui reprennent leurs manuscrits et qui dépriment en rentrant chez eux. Ne vous accusez pas. Et Gallimard avait fait pareil avec Proust, hein, je veux dire. Maintenant, ils font fortune dans Folio, bien sûr, avec la recherche du temps perdu. Donc là, Gracq est allé voir un petit éditeur, José Corti, qui est mort, hélas, il n'y a pas si longtemps que ça, je veux dire en termes générationnels, en tout cas quand j'étais déjà adulte, et qui avait sa librairie en face de Luxembourg. On le voyait souvent travailler à sa lampe dans sa librairie sombre. Et c'est un trésor, cette maison d'édition, José Corti, C-O-R-T-I. Regardez son catalogue, je ne vous en dis pas plus. Des choses à la fois rares et décisives, capitales, et qu'on trouve que chez lui. Et Gracq est resté fidèle jusqu'à sa mort à ce petit éditeur, et il a obtenu le prix Goncourt, alors qu'il avait été refusé par Gallimard, n'est-ce pas, avec le Rivage des Syrtes. Alors, le Rivage des Syrtes, certains ont peut-être vu au cinéma Le Désert des Tartares, on a souvent comparé, n'est-ce pas? On a souvent dit que les romans de Gracq, c'est quelqu'un qui a dit, chaque roman de Gracq est comme le prélude wagnérien à un opéra qui ne serait pas joué. Un opéra, un prélude qui s'arrête au moment où la guerre va éclater, où l'action va commencer, n'est-ce pas? Où le rideau va se lever. C'est une attente. D'ailleurs, Gracq a dit souvent tout est dans l'attente. Et bien là,
Il s'agit d'un fils de famille qui parle à la première personne, le narrateur, qui est un fils de famille un peu décadent d'une république italienne. Alors là, on revient à l'actualité. Mais oui, je fais exprès, n'est-ce pas? Parce qu'il y a des noms italiens dans cette principauté imaginaire dont il parle. Ça peut être Malte, ça peut être l'île de Lampedusa, vous savez, où les réfugiés venant d'Afrique, d'Érythrée, de partout, n'est-ce pas, sont parqués dans des camps maintenant, ou quand ils ont un peu de chance, ils débarquent là en n'ayant pas été dévorés par le requin ou noyés par l'insatiable Méditerranée, la mer taciturne. Et donc, bref, retenez ça, une île à la lisière des deux mondes qu'on oppose maintenant, la chrétienté et de l'islam. Tiens, n'est-ce pas? Le rivage des Syrtes. Et je signale que Julien Gracq, dans sa vie active et réelle, et non pas de romancier, était simplement professeur de géographie au lycée Jean-Baptiste Say. Voilà. C'est quelqu'un qui connaît bien sa géographie. Il existe en géographie un golfe des Syrtes entre la Tunisie et la Libye. Je vous le dis au passage. Par exemple, l'île de Djerba, actuellement, est située dans le golfe des Syrtes. Voilà. Mais enfin, ne soyons pas trop réalistes. En gros, tout ce qui est la limite entre la partie de la Méditerranée qui est au nord et la Méditerranée qui est au sud, la rive sud de la Méditerranée. Comme il s'ennuie un peu à la capitale, c'est un jeune décadent d'une famille favorisée, pas fortunée, il demande un poste un peu loin de la capitale et on l'envoie au front des Syrtes. Alors, ça le fait rire, parce qu'il dit, c'est vrai qu'à 3 siècles, on a eu une courte guerre avec le pays en face. Alors, le pays en face, il l'appelle, ne cherchez pas sur les cartes, mais la manière dont il l'appelle, vous penserez à plein de pays dont on parle beaucoup en ce moment. Le Fargestan, Turkestan, Afghanistan, Ouzbékistan, Kazakhstan, bon sang! C'est turbulent tous ces coins-là. Ah mais je n'ai pas choisi ça au hasard. D'accord? Et pendant qu'il arrive, qu'il part comme ça, il parle de... Il a une petite enveloppe qu'on lui a donnée, son administration, qu'il envoie là-bas, les hautes autorités de la principauté, hein, c'est une... Imaginez un truc grand comme Monaco et qui serait une île en gros. C'était les ordres secrets. Je me redressais imperceptiblement, balayais l'horizon d'un regard déterminé, parce qu'il est dans la voiture, ça se passe au début de l'automobile, hein, qui l'emmène vers le sud, vers les Syrtes. Un souvenir teinté à la fois d'absurde et de mystère remontait lentement jusqu'à moi. Et voilà la mémoire. Un souvenir teinté à la fois d'absurde et de mystère remontait lentement jusqu'à moi, qui m'avait aiguillonné sourdement depuis qu'on me destinait à ce poste perdu des Syrtes. Sur la frontière que j'allais rejoindre, Orsena, c'est le nom de sa principauté, Orsena était en guerre. Ce qui ôtait de la gravité à la chose, c'est qu'elle était en guerre depuis 300 ans. Bon, ça va. C'est une guerre dans les livres d'histoire, n'est-ce pas? On sait peu de choses dans la seigneurie sur le Fargestan, qui fait face au territoire d'Orsena, par-delà la mer des Syrtes. Pensez aujourd'hui la situation qui se rapproche, je ne dis pas un pays, mais la situation qui se rapproche le plus de ce qu'on va lire, c'est sans doute la Libye actuellement et les troubles qui l'agitent. Exactement, d'ailleurs, de l'autre côté du golfe des Syrtes. Les invasions qui l'ont balayé de façon presque continue depuis les temps antiques, l'ancienne Cyrénaïque, la Tripolitaine, en dernier lieu l'invasion mongole, c'est-à-dire turque, font de sa population un sable mouvant, pays de désert, où chaque vague à peine formée s'est vue recouverte et effacée par une autre. De sa civilisation, une mosaïque barbare où le raffinement extrême de l'Orient côtoie la sauvagerie des nomades, des dons. C'est vraiment la Libye, hein. Sur cette base, tantôt le pays est en proie aux dissensions, sa sur lui-même semble prêt à s'émietter en clans féodaux opposés par des haines de race mortelle. Je vous signale que depuis qu'on a liquidé Kadhafi, lorsqu'il était là, il n'y avait pas comme ça cette effarante mortalité des réfugiés en Méditerranée. Il a mis des camarades à moi dans des cubes d'acide. Je ne suis pas en train de défendre quelqu'un. J'ai dit que quelques défauts qu'il avait, c'était autrement moins pire. C'est pas que l'horreur que vit la Libye actuellement aujourd'hui, c'est pour ça que je pense à ce que dit Gracq. Dans la ville même, dans la capitale, à Tripoli, d'un quartier à l'autre, on se fait la guerre. Vous voyez dans quel état est le pays.
depuis que Bernard-Henri Lévy et Sarkozy et toute son équipe, n'est-ce pas, ont décidé, sous les ordres de la CIA, bien sûr, parce que les avions français qui sont intervenus en Libye ne pouvaient pas voler plus de 20 minutes sans un ravitailleur américain. Bon, tantôt une vague mystique née dans le creux de ces déserts, ben voilà, Allahu Akbar, tantôt, hein, une vague mystique née dans le creux de ces déserts fond ensemble toutes les passions pour faire pendant un moment du Fargestan une torche aux mains d'un conquérant ambitieux. Ça peut être le Mahdi, vous savez, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire du Soudan antique. On ne sait guère plus à Orsena du Fargestan. Et on ne souhaite guère en savoir. Vous voyez, ça, c'est une mémoire qui ne veut pas se souvenir. Alors, ils sont séparés, bien sûr, Fargestan, par une mer. Je saute des passages. Une vraie mer morte, un détroit, que personne ne songea plus à traverser. Il y a eu une petite guerre très courte, très vite, ça s'est arrêté, n'est-ce pas? Mais jamais le traité a été signé, c'est ça qu'il faut retenir, le traité de paix. C'est une paix de fait, pas de droit. Ces ports ensablés n'accueillirent plus que des bâtiments côtiers du plus petit tonnage. Orsena, aujourd'hui, passait pour ne plus entretenir qu'une base ruinée, quelques avisos, ça veut dire des petits patrouilleurs, hein, des petits bateaux de guerre, tout petits. Quelques avisos du caractère le moins agressif dont l'unique fonction est de faire à la belle saison à la police de la pêche sur les bancs d'éponges. On est loin de la guerre. On lutte contre les trafiquants d'éponges. Mais dans cet engourdissement général, l'envie de terminer légalement le conflit manqua, en même temps que celle de le prolonger par les armes. Ni envie de conclure une paix bien signée, ni l'envie de continuer la guerre, n'est-ce pas? La tranquillité s'installe sur ces dunes de sable au bord de la mer. Seulement voilà, surdétermination, ça c'est la réalité. Lorsqu'on lisait les poètes d'Orsena, la littérature de la principauté, celle que les enfants et donc le narrateur a appris à l'école, lorsqu'on lisait les poètes d'Orsena, on était frappé de voir combien cette guerre, avortée, à tout prendre extrêmement banale, et où nul épisode pittoresque ne paraissait propre à mettre en branle l'imagination, tenait dans leurs écrits une place disproportionnée à celle qu'elle occupait dans les manuels d'histoire, profondeur de la poésie. Comme si un pressentiment populaire qui a un enjeu là, que les faits ne sont pas suffisants à circonscrire. Et plus encore peut-être que l'obstination qu'ils, les poètes, qu'ils apportaient à la mettre en cause dans leurs envolées lyriques, un peu comme depuis Homère jusqu'à aujourd'hui, on ne cesse de faire des variations sur la guerre de Troie, et plus encore peut-être que l'obstination, il n'y a qu'à voir l'Antigone d'Anouilh, hein, et plus encore peut-être que l'obstination qu'ils apportaient à la mettre en cause dans leurs envolées lyriques était frappant de la liberté excessive qu'ils prenaient ici d'ajouter sans mesure aux faits connus, donc scientifiquement par l'historien, d'entasser rallonge sur rallonge géante d'épisodes, vous voyez, thème et variations, d'épisodes à cette guerre de troisième ordre, comme s'ils avaient trouvé là pour leur génie une source de rajeunissement inépuisable, comme s'ils étaient fascinés par un foyer d'inspiration. Mais quoi donc? À ces poètes savants, érudits, on trouvait d'ailleurs un puissant écho dans les traditions populaires. Quel bon anthropologue, Julien Grade. D'abord, chez les poètes, vous me direz, ça c'est un peu l'élite. Mais non, dans les traditions, les contes, les légendes, les mythes qu'on raconte aux enfants. Dans les traditions populaires, les érudits avaient pu dresser un catalogue fort imposant des seuls récits du folklore relatifs au Fargestan, le lointain Fargestan là-bas. Ranimé ainsi subtilement dans les vers des poètes, il était significatif de remarquer que même la langue morte des actes officiels, la poussière des archives, de tous les jours, s'employait au mieux de son côté à conserver intactes les cendres de ce cadavre historique. Garder sur les épaules une charge de bois bûché. Bon sang. Ainsi, on n'avait jamais consenti à la seigneurie, sous un précieux prétexte de logique, à changer un mot au vocabulaire du véritable temps de guerre. La côte des Syrtes demeurait pour le bureau le front des Syrtes. Terme plus belliqueux que la côte, n'est-ce pas? Les misérables carcasses que j'avais fonction de surveiller, les petits bateaux là qui font la police aux pêcheurs d'éponges, les misérables carcasses que j'avais fonction de surveiller, l'étape des Syrtes, les bourgades qui jalonnaient de place en place la route du sud. Pas un feuillet ne s'était envolé du dossier constitué il y a 3 siècles à la chancellerie. J'avais pu le constater. Voilà.
je voudrais nous laisser aujourd'hui sur cette objurgation par laquelle je vous enjoins de lire. Lisez Le Rivage des Syrtes, vous ne serez pas déçus. On dira non, si c'est un roman où on attend que l'action commence jusqu'à la fin et que l'action commence quand le livre se termine, c'est haletant. Vous avez commencé. Allez, je terminerai là-dessus. Il y a une scène extra, un chapitre. Chaque chapitre a un titre très court qui s'appelle L'Envoyé. L'Envoyé est, n'est-ce pas? Un jour, le narrateur est dans sa chambre, là, dans l'amirauté lointaine, ça y est, il rejoint son poste dans le sud, avec des jeunes qui viennent aussi de la capitale, qui s'ennuient, qui chassent des oiseaux qui n'ont même plus d'ailes parce qu'ils n'ont pas de prédateurs, donc ils n'ont plus besoin de voler. Ça s'ennuie un peu, autant on inspecte quelques propriétés paysannes, enfin, c'est la routine, quoi. Il y a une ville pas loin où on peut faire quelques soirées, une ville décadente, qui ressemble un peu à une petite Venise, hein, qui agonise sur les lagunes, en face des Syrtes. Bref, et il est dans sa chambre en train de rédiger un rapport, quand tout d'un coup, une voix dit dans sa chambre, dans l'amirauté, dans l'enceinte, « Il est bien tard, monsieur l'observateur. » Et là, il y a un chapitre hallucinant où il a un émissaire d'en face du Farguestan, ça fait 3 siècles qu'on n'a pas de contact, qui vient lui donner un ultimatum. Je ne vous en dis pas plus. Lisez Le Rivage des Syrtes. Et je vous dis, écoutez, c'est un peu moins palpitant que la dernière fois parce que Facebook nous a laissé en paix, mais j'espère que le contenu était un peu plus palpitant que la connexion. Tant mieux pour nous, ce serait l'idéal. Et si vous voulez savoir la suite, ne manquez pas notre feuilleton dans 15 jours. Ce sera sans doute un mercredi, où nous continuerons. Oh là là, vous voyez, je reste encore à notre ancien système. Oui, j'ai essayé de tirer au flanc, mais je me fais engueuler là. Bien, on me tient à l'œil. Non, je suis ravi de vous retrouver. J'avoue, dans 15 jours, vous m'auriez manqué. Allez, dans une semaine, la suite, n'est-ce pas, des aventures de la mémoire et de l'oubli. Et ce sera ainsi, je l'espère, jusqu'au fait, si Dieu nous prête vie. Voilà. Ça pour mes amis. هاشمي شلال ما تمشيش من دار تايجي عمي قوقو ويهزك على عنقو ويسارك من دار لدار حتى لباب العطار هاشمي شلال ما تمشيش من دار تايجي عمي فوفو ويهزك على كتفو ويسارك من سوق لسوق حتى الباب المرزوق هاشمي شلال ما تمشيش من دار خليك معايا اليوم